Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast. Cette semaine, le sujet, les défis de la CAQ en éducation et leurs promesses dans la dernière semaine. Donc cette semaine, la CAQ a martelé à l'Assemblée nationale que ses priorités étaient principalement en éducation. J'ai avec moi trois invités. J'ai Laurent Constantin. Bonjour. J'ai Hubert Bélanger. Bonjour. Et j'ai Jean-Benoît Farran. Bonsoir. Oui, effectivement, on est le soir en ce moment. Ça va bien, les gars? Oui. Yeah. Ça va très bien. Donc, vous connaissez probablement Laurent, vous connaissez probablement Jean-Benoît, mais vous connaissez probablement pas Hubert Bélanger. Hubert, tu veux-tu te présenter rapidement pour nos auditeurs? Oui, je suis enseignant de français au secondaire depuis 2008 à la commission scolaire Val-des-Serres et originaire du bas du fleuve. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais bon. Oh oui. Oh, il dit arrête, c'est important. Ça. Oui. Okay. Puis, Microbe. les Baleines. Les baleines. Les baleines, oui. Ouais. C'est important, les baleines. Protégeons les baleines et notre haleine, parce que la laine puis de la peine, c'est pas le fun d'avoir de la peine. Des baleines, c'est surtout important sur un parapluie. Bon. Sur cette note de malaise. Cette semaine, on parle des défis de la CAQ. La CAQ, qui a été le nouveau gouvernement élu cet automne, avait parlé beaucoup de promesses en éducation durant la campagne électorale. On avait mentionné un peu dans les premiers podcasts. Maintenant, la CAQ, cette semaine, à l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture, parlait, entre autres, de ce que la CAQ comptait faire, dis-je, en éducation. On va commencer avec le gros sujet de la CAQ, une de ses grosses promesses, la maternelle 4 ans. Qu'est-ce que c'est ça, la maternelle 4 ans? Laurent, tu veux-tu partir de balle? Si ma mémoire est bonne, la maternelle 4 ans, c'est la chose pour laquelle François Legault faisait de la politique. Il l'avait dit au débat des chefs, là, s'il y a une raison pourquoi je fais de la politique, c'est pour la maternelle 4 ans. Mais moi, je trouve qu'à la base, bon, on va enlever les blagues de côté, là. C'est un objectif qui est louable, c'est-à-dire de scolariser les enfants québécois un an plus jeunes en se disant, il y a un dépistage précoce qui va pouvoir se faire là, si on a des problèmes, que les services soient plus accessibles, c'est de les scolariser, puis parfois dans des milieux défavorisés, au lieu qu'ils restent à la maison puis qu'ils ne soient pas stimulés, mais qu'ils soient stimulés plus tôt. Donc l'objectif est louable. Mais est-ce que le moyen l'est? Les moyens, est-ce qu'ils le sont? Est-ce qu'on est en train de couper l'herbe sous le pied d'un autre système qui fait vraiment partie du modèle québécois depuis longtemps, les centres de la petite enfance, pour complètement changer de modèle-là, alors que les CPE, ça fonctionne bien? Ça a été prouvé dans différentes études que c'était le modèle de toutes les garderies, si on peut dire subventionnées, non subventionnées, peu importe, qui fonctionnait le mieux. Donc ça fonctionne. Est-ce que les maternelles sont amenées pour les remplacer? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Hubert? Ben, la question aussi qui se pose à partir de ce projet-là, c'est comment l'implanter. Il y a des coûts importants à ça, parce que ça veut dire de nombreuses nouvelles classes. Nos écoles sont dans des états parfois assez vétustes. Faudra en construire... Pour pas dire lamentable. Ouais. Là, il va falloir en construire des nouvelles pour accueillir ces jeunes-là. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? En campagne électorale, il disait qu'elle allait garder un niveau de 3,5 % d'augmentation des dépenses dans le système d'éducation. Je vois mal comment il peut entreprendre tout ça avec un budget aussi limité. 3,5 % d'augmentation des dépenses, mais en coupant aussi sur les taxes. En enlevant 700 millions de taxes scolaires. Ouais. On aura l'occasion de se reparler peut-être plus de la fonction des commissions scolaires tantôt, mais... Ouais. Mais moi j'aimerais ramener sur l'émission Les éclaireurs de cette semaine. Okay. De mardi, il y a une entrevue avec le docteur Jean-François Chicoine, qui est pédiatre, qui lui préconise de plutôt investir dans les CPE. Le réseau fonctionne déjà très bien. À la limite, bonifier le réseau, créer peut-être un poste de dépisteur pour les élèves qui auraient des troubles ou qui présenteraient des troubles. Mais lui, ce qu'il préconise, c'est vraiment pas une scolarisation. C'est encore plus du jeu. Et ce qu'il dit, c'est que les enfants de cet âge-là vont apprendre par le jeu, vont apprendre par l'imitation, vont apprendre par l'émotion. Donc, de les mettre dans un contexte scolaire dès l'âge de 4 ans, selon lui, c'est pas pertinent.
Ce que j'ai l'impression avec justement cette maternelle 4 ans-là, c'est que j'ai l'impression qu'on veut amener nos enfants à devenir des super enfants. Puis n'importe qui a étudié un peu moindrement le développement de l'enfant va savoir que l'enfant, il y a des âges et des stades particuliers et qu'il ne peut pas accomplir certaines choses avant un certain âge. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'on essaie de leur apprendre, je sais pas, leur alphabet déjà plus tôt. Oui, certains enfants vont bien répondre à ça parce qu'ils sont stimulés de plein de façons. Mais la réalité, le Québécois moyen, peut-être que ça ne sera pas ça. Là. Donc, peut-être la maternelle 4 ans, justement, c'est peut-être pas adapté à tous. Puis en plus, on a déjà là, en ce moment des projets de maternelle 4 ans qui ont été implantés au Québec. Et les résultats semblent mitigés. Là. J'avais devant moi un article là, qui était paru dans le Journal de Montréal qui fait l'état d'une étude là, qui a été faite à l'UQAM. Là. Ils ont comme observé 300 enfants de ce groupe d'âge là, qui ont été en maternelle 4 ans. Puis, il disait, visiblement, les résultats semblaient mitigés. Là. Ça ne semblait pas être une grande réussite. Est-ce qu'on veut, à ce moment-là, implanter un système qui ne donnera peut-être pas les résultats escomptés? Attendez, une autre réforme scolaire dont les résultats sont mitigés à la base, qu'on va implanter de force? C'est ça. J'ai l'impression qu'on revit une réforme 2.0, encore une fois, avec M. Legault. Là. C'est exactement ça qui se passe. Ça n'a pas marché ailleurs, ici, ça va remarcher encore. Moi, c'est le feeling qu'on me laisse là-dedans. Puis en même temps, ce qu'on promet, c'est la maternelle 4 ans va être partout au Québec de manière universelle. Et ce qu'on prévoit, en tout cas, ce que j'ai vu dans certains articles de journaux là, sur le site de Radio-Canada, c'est qu'on dit 5000 nouvelles classes en 5 ans. Et que juste pour la rentrée prochaine, ça serait 220 classes, puis ensuite, ça accélérerait. Mais j'ai vu certaines statistiques juste à la Commission scolaire de Montréal. Bon, il y a une pénurie d'enseignants, Commission scolaire de Montréal, puis dans bien d'autres commissions scolaires. Non seulement, et de locaux. Exactement. Puis une pénurie d'enseignants et une pénurie d'espace, un manque d'espace. On prend des roulottes qu'on annexe aux écoles en ce moment. Là. 51 classes modulaires qui ont été rajoutées cette année à la CSDM, puis ça, c'est en plus de toutes les classes de musique qui servent de classe régulière, de tous les locaux d'art plastique qui servent de classe régulière, donc pénurie d'espace. Puis il faut se rappeler, il y a quelques années à Montréal, puis ailleurs, justement, on a mis des écoles complètement à terre parce qu'il y avait de la moisissure et tout. Donc là, il faudrait encore construire des classes supplémentaires. Puis comme ça, Marguerite Bourgeois, qui est juste dans l'ouest de l'île de Montréal, il représente qu'eux, ils vont devoir avoir 300 nouveaux locaux pour avoir tout ça. Donc 300 nouveaux locaux dans une seule commission scolaire, puis ça équivaut à 15 écoles primaires. Donc 15... dans les 5 prochaines années. Oui, il faudrait construire 15 écoles primaires, c'est réaliste à l'échelle du Québec, mais dans un... Dans une commission scolaire. C'est à Montréal où est-ce qu'il y a beaucoup de place, on s'entend. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ça promet alors que justement... Ils vont faire ça dans l'usine Farine Five Roses. On vient de trouver l'utilité du stade olympique. Non? Donc, c'est ça. Moi, ce qui m'embête un peu avec la CAQ, c'est qu'ils veulent absolument s'entêter sur ce sujet-là, tout en se concentrant pas nécessairement en disant, bon, on va y aller, on va commencer par les endroits où les enfants sont défavorisés, et on va se concentrer sur les endroits où les enfants ne vont pas déjà dans une garderie ou ne vont pas déjà dans un CPE, parce que, comme on le disait, on va retirer les enfants des CPE pour les envoyer dans une maternelle 4 ans. Ça va libérer de la place dans les CPE, mais en même temps, c'est un réseau qui fonctionne déjà. Donc, finalement, c'est un peu déplacer le mal. Un peu. Je pense pas que ça va régler beaucoup de problèmes. J'ai l'impression plus que ça va créer des problèmes. C'est un objectif à long terme, c'est louable, mais bon, moi, je pense que 5000 classes en 5 ans, c'est... Jean-Benoît, je pense que tu as parlé dernièrement avec une de tes amies qui travaille justement en CPE. C'est quoi sa vision des choses là-dessus? Oui, j'ai une amie qui travaille en CPE, Frédéric, bonsoir, on te salue. Alors, Frédéric, je lui en ai parlé hier, je lui ai dit qu'on allait parler de ce sujet-là et son propos rejoint ce qu'on dit depuis tantôt. Là. Le réseau des CPE existe, le réseau des CPE fonctionne. Bonifier le réseau des CPE emmènerait des solutions qui veulent emmener, sans avoir besoin de créer des classes, d'engager des nouveaux enseignants. Fait que tout ça, les solutions existent pour régler ce problème-là de dépistage des problèmes éducatifs de ces enfants-là. Donc, je pense pas, et elle non plus pensait pas que les maternelles 4 ans vont régler le problème. Là.
Moi, ce qui m'intrigue, c'est si on considère que c'est une maternelle, est-ce que c'est des éducatrices à l'enfance qui vont être à la tête de ça? Est-ce que c'est des profs dans un nouveau programme primaire, je sais pas, qui vont s'occuper des maternelles 4 ans? Est-ce que... C'est qui va pouvoir s'occuper de ça concrètement si on dit que c'est dans le réseau scolaire? Mais comme on le voit actuellement, je pense dans certains programmes qui ont été faits, c'est souvent 2 enseignantes ou en fait une enseignante et une assistante qui est une éducatrice qui forment l'équipe. Mais encore là, ces enseignantes-là ne sont pas formées. Les enseignantes qui enseignent là aux 4 ans n'ont pas de formation pour les 4 ans, c'est un programme qui serait différent. Puis une clientèle, dans ces années-là, dès que tu changes d'un an, d'une année de vie, mais le jeune change complètement. Donc, un enfant de 5 ans et un enfant de 4 ans, c'est un autre développement. Donc, ils ne sont pas complètement formés. Donc, oui, ça va vraiment être une enseignante, ça, c'est sûr. C'est juste que la formation scolaire universitaire n'est même pas encore rendue là, si on peut dire, pour former les maîtres, si on peut dire, les futures enseignantes ou enseignantes. Il est sûr que on va discuter beaucoup de ce sujet-là dans les prochains mois. Ouais, c'est clairement un sujet dont on n'a pas fini de parler. Ouais. Donc, 220 classes d'ici septembre. Monsieur Legault, bonne chance. Oui, vous allez en avoir de besoin. Deuxième gros sujet qui a polarisé énormément la campagne électorale, la laïcité chez les fonctionnaires de l'État, entre autres chez les enseignantes. Donc, en gros, interdire le port de signes religieux pour les enseignants-enseignantes. On peut penser, entre autres, comme le crucifix, on pourrait penser une kippa, mais ça va, je crois, toucher majoritairement des femmes qui pratiquent l'islam, entre autres, qui sont musulmanes, des femmes qui portent le hijab ou toute forme de voile. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là en ce moment-là? Personnellement, moi, j'y vois juste un genre d'appel à un sentiment anti-musulman répandu dans la population qui va chercher une base très, très basse de gens qui ont des préjugés, selon moi, qui connaissent peut-être pas cette réalité-là, qui se disent que comme la personne porte ce voile-là, elle peut pas enseigner comme il faut. J'ai pas l'impression que le problème est là. Ouais. Puis l'école, ça doit être un reflet aussi de la société dans laquelle on vit. Et ces gens-là font partie de notre société. Et je suis d'accord à ce que l'école n'affiche pas, elle, de couleur religieuse particulière, mais que les gens qui y œuvrent, si leur croyance fait en sorte qu'ils doivent porter un foulard, ben, personnellement, j'y vois aucun problème et je pense pas que ça affecte aucunement la qualité du travail qu'ils vont rendre. Je pense que tant qu'il n'y a pas d'endoctrinement formel, Non, où est le danger finalement? Puis il y a aussi, tu peux être un enseignant catholique, porter ton crucifix à tous les jours, qui peut être évident, puis tu seras zéro, moi je dirais, embêté par cette loi-là. Là. Non, je comprends, mais en même temps, c'est tout le temps une question de symbole. Le crucifix qui, dans certaines écoles, il y en a qui font comme « Ah, le crucifix, il faudrait l'enlever. » Oui, mais en fait, c'est dans les... Peut-être tu parlais des sondages ou je sais pas, tu parles de la basse société des fois qui un sentiment anti-musulman. Une xénophobie. Oui, moi je crois qu'il y a quand même une partie de la population qui y voit vraiment, bon, moi je veux qu'il y ait une affirmation de la laïcité québécoise au-delà du sentiment anti-musulman. Mais en effet, moi ce qui me perturbe, c'est quand tu vois un sondage, dire oui, il faut enlever tout symbole religieux parce que c'est un sondage où 60% des gens disent ça, mais en même temps, le même 60% dit qu'il faudrait conserver le crucifix à l'Assemblée nationale, peu importe. Donc finalement, c'est plus de la laïcité qu'on veut. Non, c'est ça. On enlève un symbole religieux musulman, mais on garde les symboles religieux chrétiens. Il n'y a aucune laïcité là-dedans. Parce que de mon point de vue, ultimement, la laïcité, si on veut y tendre de plus en plus, ce serait de retirer tout symbole religieux. Puis moi, je suis sûr que oui, le voile, c'est un symbole religieux. Peut-être que non, s'il n'y a pas l'objectif prosélyte, si on peut dire, derrière ce symbole-là, de dire, d'endoctriner. Puis de toute façon, j'ai déjà vu des chrétiens qui n'avaient aucun signe religieux, puis qu'ils essaient de t'endoctriner beaucoup plus, là. Mais c'est plus dans le symbole passif qui est tout le temps là, puis un peu, si on se questionne ensuite sur le pourquoi du comment de ce symbole-là, on se rend compte qu'il y a une signification claire dans la religion
musulmane. Ça, c'est pas juste anodin. Fait que peut-être que je crois que les personnes qui se questionnent sur est-ce que le voile est problématique ou non, c'est justement dans ce symbole-là qui peut être perçu, si on peut dire, voilà. Si je peux me permettre un vas-y. point de vue très personnel, je trouve ça un peu hypocrite en ce moment quand on regarde le programme, entre autres, d'éthique culture religieuse, que je commence à connaître pas pire. On parle beaucoup de vivre ensemble, on parle beaucoup de tolérance, puis même le mot tolérance, je l'aime pas, là, mais on parle de vivre ensemble, de comprendre l'autre dans sa différence, peu importe la différence, comprendre d'où viennent ces religions-là, puis qu'il faut accepter. Puis après ça, on nous arrive avec un message comme ça. Moi, j'ai l'impression que ça d'exclusion. Puis carrément. Ce que je vois, c'est moindrement un jeune qui se fait dire, mettons un jeune de secondaire 1, qui se fait dire par ses parents, hey, ta prof, disons, qui porte un voile, elle n'aura plus le droit, puis si tu vois qu'elle porte son... Fait que moi, j'ai l'impression que ça donne une porte d'entrée à la discrimination, ça donne une porte d'entrée à l'élève de menacer à la limite l'intégrité de son enseignante, parce que c'est principalement des femmes qui vont être touchées par ça. Là. Oui, puis on évite de faire de l'éducation si on enlève justement tous ces symboles-là. Ça n'existe pas, on le voit pas. C'est ça. Bon, on pourrait en parler longtemps, là, c'est sûr. On ne refera pas le débat de Bouchard-Taylor, mais c'est ce que moi j'avais mis. Bon, est-ce que c'est la priorité? Moi, ce qui me trouble un petit peu, c'est François Legault qui en fait une priorité. Mais après là, des gens qui vont dire non, la priorité, ça doit être l'environnement, ces choses-là. Oui, on doit plus parler de l'environnement, mais que la laïcité affecte les enseignants-enseignantes ou non, c'est pas une priorité, c'est juste que... C'est zéro une priorité. Là. Plusieurs écoles tombent en ruine. Mm-hmm. Il y a des élèves qui ont eu des coupures de services sauvages depuis les 10 dernières années. Les classes débordent. Les élèves qui ont des besoins particuliers ont eu une coupure d'orthopédagogie, de techniciens en éducation spécialisée, de psycho-éducateurs, tout ça. Ah, puis je serais curieux de savoir aussi combien d'enseignants ça concerne. Combien on a d'enseignants voilés au Québec. Ça doit être très marginal. Je suis sûr que c'est très marginal. Puis on est dans un contexte de pénurie. Là, on se dirait, OK. Moi, je pense que les journalistes qui ont voulu faire un reportage là-dessus ont fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver quelques enseignants qui portent. Là. Mais ce que je voulais juste dire là-dessus, c'est que peu importe que ce soit un sujet qui touche l'enseignement ou la société québécoise en général, on dit jamais c'est pas une priorité, mais la commission Bouchard-Taylor a eu lieu il y a 10 ans, puis tous les gouvernements ont tabletté, puis si on dit qu'il y a des sondages, peut-être que c'est pas une volonté de laïcité, mais c'est la démonstration qu'il y a un malaise dans la société, puis qu'à un moment donné, il y a un gouvernement, que ce soit d'interdire tout geste, tout signe religieux, ou qui ait trouvé une autre solution, peut-être plus idéale pour régler cet enjeu-là, d'accommodement raisonnable, peu importe, mais il va falloir qu'à un moment donné, qu'on dise, c'est pas la priorité, mais il faut quand même agir, parce que ça fait 10 ans qu'il y a un certain malaise dans la société, où justement, les femmes musulmanes, en fait, sont très victimes de ce malaise-là qui continue, puis on voit la montée de la radicalisation un peu, des fois, de l'extrême droite au Québec, puis c'est un peu peut-être un échec de politique de tout ce système éducatif-là aussi. Là. Personnellement, là, le gouvernement Legault, à ce propos-là, va avoir de la crédibilité au niveau de la laïcité, mettons-le entre guillemets, quand il va inclure tout les signes religieux. Là. À partir du moment qu'ils n'acceptent pas d'enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de laïcité. Double discours. C'est ça. C'est pas de la laïcité. Là. On vise un groupe. C'est pas du courage politique. C'est ça, mais nous autres ça nous touchera pas. Parce que nous autres, on a encore notre symbole. Fait que, si c'est dans un intérêt patrimonial historique, le crucifix devrait aller dans un musée. Exactement. Là. Oui, puis le patrimoine a le dos large. Oui, c'est ça. Clairement. Ouais. Donc, laïcité, un no-go sujet on n'a pas fini de parler. Ça fait longtemps qu'on en parle au Québec, mais dans les prochains mois, j'ai hâte de voir comment que ça va se passer. Je prédis qu'il va y avoir une bonne opposition par rapport à ça. Je crois pas que les sondages reflètent tant que ça l'opinion québécoise en ce moment. Moi, depuis l'élection de Trump, je ne crois plus aux résultats des sondages. Tu penses-tu que ce sondage-là, les Russes s'en sont mêlés? Non, mais le moindrement que tu suivais les informations sur l'élection, il y avait genre moins de 20% des chances que Trump soit élu, puis c'est lui qui a été élu majoritairement. Fait que non, je ne crois plus au sondage. Troisième gros élément du discours de François Legault, et aussi qui a été
dans ses promesses électorales l'abolition des commissions scolaires. Donc, Pour ça en date faire des pas- centres de service. Ouais, je comprends pas trop le terme non plus, Moi non plus. mais ça fait plusieurs années que la CAQ en parle quand même, qu'ils veulent abolir les commissions scolaires. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils proposent là-dedans? Je crois que c'est de décentraliser. Donc, ce sera plus la commission scolaire n'aura plus, si on peut dire, de fonction politique. Il n'y aura plus de commissaires qui sont élus par des élections les gens ne s'intéressent plus. Ils ne pourront plus non plus fixer eux-mêmes une taxe scolaire. Donc, ça va être plus comme un fournisseur de services. C'est ce que je crois comprendre. On décentralise et l'objectif, ce serait dans cette décentralisation-là, de dire que les écoles aient plus de pouvoir. On améliorerait le service aux élèves parce qu'on donnerait le pouvoir à ceux qui sont le plus proches des élèves. Les profs. Non, malheureusement, non, c'est les directions d'établissement. Oh. Et moi, le problème, justement, Je gagnerai pas de prix. le problème, ce que je vois avec ça, c'est qu'on va donner plus de pouvoir à ceux qui sont près des élèves, mais ceux qui sont les plus près des élèves, si on parle des directeurs d'établissement, mais ont tellement de travail qu'ils vont être de plus en plus loin de leurs élèves. Et qu'on va devoir rentrer, par cette décentralisation-là, des directions aux affaires financières, ressources humaines, la comptabilité, dans toutes les écoles, et que finalement... Ben, rien ne se perd et rien ne se crée. Là. Voilà. Les services vont devoir quand même être rendus, les budgets vont devoir être faits. Je pense que le consensus, c'est que peut-être les élections scolaires au Québec, la démocratie scolaire ne fonctionne pas. Ça, on a des taux de participation en bas de 10%. Là, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est pas très, très populaire. Mais il va falloir, en même temps, qu'on se rende compte que ce que font les commissions scolaires, c'est pas totalement inutile. La gestion du parc immobilier, on en parlait tout à l'heure, là, ça nous prend des nouvelles écoles, tout ça. Il va falloir que quelqu'un s'en occupe. Transport scolaire. Le transport scolaire, il va falloir qu'il y ait un service centralisé. Chaque école ne peut pas tirer la couverte des autobus Les le matin. services aussi aux employés, je veux dire, c'est bien beau, là, mais est-ce qu'on va fournir à chaque école, disons, une personne aux ressources humaines ou à l'aide psychologique aux enseignants? Ouais, Par ou un école, conseiller pédagogique dans chaque matière pour chaque école. C'est ça, la répartition des ressources va devoir être faite quand même. Là. Puis on l'a vu dans le système de la santé, ils ont changé là, les directions régionales de la santé de nom à peu près 3 fois au cours depuis les années 2000. Puis les coûts de gestion en santé n'ont pas diminué pour autant. Je veux dire, moi, j'appelais un CLSC, je l'appelle encore CLSC, mais aujourd'hui, ça a d'autres lettres. Là. Mais c'est ça... 3S. Non, c'est 3S que changé à 6, puis ensuite à CIUS, là, puis finalement, c'est juste des plus grosses patentes à gosse, et finalement, qui ont toutes resegmenté en régions, fait que finalement, bon, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui est au top de tout ça. Mais bon, tu sais, la décentralisation, si c'est l'objectif, c'est qu'il y ait plus de services aux élèves, tant mieux, mais encore là, tu sais, Est-ce que la solution va vraiment amener ça? la fin est intéressante, c'est-à-dire... Ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils essayent de faire un ménage des finances. Je crois qu'il y a beaucoup d'argent. Ça coûte extrêmement cher roder une commission scolaire en termes d'employés. Mais si on regarde les choses, on parlait des commissaires tout à l'heure qui sont payés 20 000 $ par année, si ma mémoire est bonne. Après, Non, tant que ça, je moi, sais ça me pas. semble beaucoup. On vérifiera, mais ces commissaires-là, concrètement, à quoi que ça sert? Je suis en enseignement, puis des fois, c'est toujours pas clair dans ma tête. Mais leur rôle. ça va Très quand loin. même prendre des gens pour décider qu'est-ce qui se fait dans une commission scolaire. Là. Fait que si c'est plus des commissaires élus qui sont... Ça va être des fonctionnaires. c'est ça. Donc, il faut que tu remplaces du monde par d'autres mondes. Ça va prendre quand même quelque chose. Puis, personnellement, j'ai des contacts au niveau financier des commissions scolaires et pour une en particulier, le coût administratif, le budget administratif est très, très bas comparé au restant du coût de fonctionnement de la CS. Là. C'est sûr. Donc, il n'y a pas de gaspillage éhonté de ressources. La majorité de l'argent de la commission scolaire est investi dans les écoles pour payer le personnel. Il n'y a pas 50% en Non, coût c'est ça. administratif. Puis on dit souvent, justement, on va couper tous ceux qui ne donnent pas des services aux élèves, mais justement,
comme tu dis, il faut des services aux employés aussi. Tu dis, conseil pédagogique, c'est pas dans la classe directement, ça donne pas de service direct à l'élève, fait qu'on va couper tous les conseils pédagogiques. On pourrait continuer. Le technicien en laboratoire, il donne pas de service directement à l'élève, mais il aide, on va dire, l'enseignant de sciences à faire des laboratoires. On va couper le technicien en laboratoire. Et encore là, tu sais, le psychoéducateur, est-ce qu'il va lui-même négocier ses contrats de travail avec chacune des écoles? Ben moi, lui, il veut pas m'engager en 100%, fait que lui, tu me prends-tu à 70, puis l'autre école à 30. Fait que je pense que ce centre-là va quand même être très politisé. On n'a plus de commission scolaire, ce ne sera plus des commissaires qui vont faire la politique, ça va être fonctionnaire, ou peut-être un conseil d'administration où on ne sait pas trop qui va être nommé sur ce conseil d'administration-là. Il semble dire que par la décentralisation, en fait, c'est le conseil d'établissement, les gens qui sont votés par leur pairs, donc des représentants des enseignants qui sont nommés par les enseignants, représentants, c'est-à-dire des professionnels, peu importe, de soutien. Mais bon, c'est quoi les plus de pouvoirs qu'ils vont avoir? C'est encore là la question, c'est ça, exact. Mais deux choses par rapport à ça. Premièrement, pour avoir été souvent sur des CE d'école, les parents qui s'impliquent sont une très, très, très faible minorité des parents. Même dans les assemblées générales où ces parents-là sont élus par leur père, c'est même pas 10% des parents des élèves qui se présentent pour avoir une possibilité d'eux. Ça se bouscule pas aux portes pour participer. Et malheureusement, ils ne sont pas toujours non plus représentatifs. Tout à fait. De la diversité des élèves, parce que souvent, c'est les parents les mieux instruits, disons, qui ont un peu plus d'éducation, qui s'impliquent. C'est ça. Et ils vont naturellement aussi proposer des idées qui vont favoriser les élèves qui ont... Puis la deuxième chose, si le problème est au niveau des élections scolaires, qu'il n'y a pas assez de participation, tout ça, il y a une solution tout simple. Faire ça en même temps que les élections provinciales, qui peuvent être en même temps que les élections fédérales. Ou même municipales. Aussi, c'est ça qui avait été une proposé, fois aux 4 ans, tu vas voter, puis tu votes pour tous les paliers de gouvernement en même temps. Là. Voilà, tu l'as ta solution. Les municipalités ou dans le système provincial ne voulaient pas, si on peut dire, perdre leur exclusivité. Ils ne voulaient pas être liés à d'autres élections. Là, à un moment donné, ça devient compliqué. C'est n'importe quoi. Là. Ça désintéresse les gens. Là. Puis, tu sais, la valeur démocratique des élections scolaires, pour moi, par exemple, tu sais, je suis pas contre l'idée de mettre ça dans une autre élection, mais en même temps, pour avoir aussi assisté quelquefois à des conseils, des commissaires, les personnes qui sont là ne sont pas toujours les plus nécessairement les plus au fait là, de comment fonctionne notre système d'éducation. Ils l'apprennent souvent en cours de route là, durant leur mandat. Est-ce qu'on ne serait pas mieux d'avoir une espèce de conseil là, de sages ou des gens qui sont plutôt choisis là, par un comité? Oui, dans le milieu, par un comité qui détermine leurs compétences justement à gérer, là, comme ça se fait justement dans les conseils d'administration des entreprises. Ou une lotocratie, on va tirer au sort qui sont les représentants. Non? Mais parfois, c'est presque ça, les élections scolaires. Ouais, non, je comprends ça. Oui, c'est ça. C'est ton devoir cette année. Invite tes amis à voter, puis voilà, tu vas gagner. C'est combien que ça gagne un commissaire? 13 000 $ à la Commission scolaire de Montréal cette année, environ, le 13 000 et quelques. Et qui est la plus grosse commission scolaire du Québec. Quand ils sont sur le comité exécutif, ça monte à 17 000 $. Je fais pas trop loin. Je fais pas trop loin. Ah non, OK. Ça change une vie. Donc, le plan de gouvernance scolaire, il y a quelques années, il avait essayé de fusionner la commission scolaire de Saint-Hyacinthe avec celle de Sorel. Tout ça, les fusions, ça a été un échec total. Là. Qu'est-ce qui a expliqué cet échec-là, entre autres, d'après toi, Laurent? En fait, c'est beaucoup, je crois, le fait que des territoires, à un moment donné, qui deviennent beaucoup trop gros. Tu dis, c'est Saint-Hyacinthe avec la... Sorel, là, c'est énorme. Non, c'est ça, ça devient énorme. Là, c'est, Actonville à Sorel. Là, puis après, tu dis, bon, mais les listes d'ancienneté selon les profs ou les autres professionnels, comment on va fusionner ça? Puis ensuite, c'est des territoires qui fonctionnent plus trop. En fait, c'est des fois, ils voulaient défaire des commissions scolaires, de dire, bon, ben telle école va se retrouver dans une nouvelle commission scolaire, qui va être créée de toutes pièces, puis l'autre dans l'autre. Mais à un moment donné, c'est que des élèves habitaient sur le mauvais territoire, donc auraient dû changer d'école et pas juste... Bref, ça devenait un petit peu compliqué. Puis en fait, c'est juste la volonté politique qui a manqué. Je pense que le ministre de l'Éducation, c'était-tu François Blais qui était là à l'époque ou c'était celui qui était là avant, le médecin? Là?
C'est pas grave. Monsieur Bolduc. Monsieur Bolduc. Je pense finalement... Les bibliothèques, on n'aime pas ça. Là. C'est lui, hein? Ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué qu'ils pensaient de juste fusionner deux structures administratives. Là, Mais au Nouveau-Brunswick, il y a moins de 20 ans, l'expérience d'abolir les commissions scolaires a été faite et le gouvernement a fini par changer d'idée et d'abandonner cette idée-là, se rendant compte du bordel que c'est en train de créer, là. Autant au niveau des deux communautés, francophones et anglophones, qui est en train de se chamailler pour savoir qui allait avoir le plus gros bout de couverte dans ce qui allait rester. Là. Puis c'était rendu, je pense aussi qu'au Nouveau-Brunswick, il y a je pense que les commissions scolaires anglophones, peu importe, les écoles anglophones ne voulaient plus partager les mêmes autobus avec les écoles francophones, donc c'est rendu que c'est un problème. Ségrégation. On s'entend qu'ici aussi, on a du francophone et de l'anglophone. Fait que on se prévoit peut-être un joyeux bordel qui s'en vient. Tout à fait. Voilà. Et puis sinon, les taxes scolaires. Taxe scolaire, 700 millions en moins, ça crée un vide, 700 millions. C'est un beau trou, 700 millions. On le prend où après? Parce qu'il va quand même avoir les mêmes besoins. Là. On rappelle, il y a eu dans les 10 dernières années, c'était 1,2 milliard de coupures. Ben oui, on a vraiment besoin encore de coupures en éducation. On monte à 2 milliards de coupures, là, comment je comprends ça? Ben oui. Parce que ce que j'ai vu dans les vidéos promotionnelles, la CAQ, qui date du mois d'août, là, donc juste avant le déclenchement des élections, c'est qu'elle allait regarder les taxes scolaires partout dans la province. Ils vont prendre l'endroit où les taxes scolaires sont les plus basses. Je n'inventerai pas de montant, je ne me rappelle plus. Là. Ils vont dire, ce montant le plus bas là, c'est maintenant ce montant-là qui va être payé partout pareil au Québec. Parce qu'ils disent que c'est comme une loterie, finalement, les taxes scolaires. Ils reprochent que, si t'es à Montréal, peut-être que les taxes scolaires vont te coûter plus cher que, je sais pas, si t'es juste quelques kilomètres plus loin à Joliette. Donc, on va uniformiser le tout. Et le problème aussi avec les taxes scolaires, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez déterminer si vous voulez payer des taxes scolaires pour le système anglophone ou francophone, selon là où ça coûte le moins cher. Ouais. OK. Voilà. Donc, on n'est pas à une aberration près. Ouais. Quatrième et dernier point important du discours de François Legault, c'est le plan de valorisation de la profession enseignante. Et à ceci, je vous dirais, c'est l'heure de la question funky! Croyez-vous qu'on valorise suffisamment la profession enseignante? Si oui, sinon, comment le faire? Allez lire les commentaires du Journal de Montréal quand il s'agit d'un article qui concerne l'éducation et vous aurez votre réponse. Ne pas faire, s'il vous plaît. Si vous avez un peu de dignité, ne pas lire les commentaires. Ça fait mal. Ça fait très mal. On se rend compte qu'on est juste des gros gardiens d'enfants surpayés. Hubert, crois-tu qu'on est suffisamment valorisé dans notre profession au Québec? Assurément non, là, auprès de la population en général. Je me promène pas sur la rue en me vantant que je suis enseignant. Mais il reste quand même des gens qui reconnaissent la valeur du rôle enseignant dans notre société. Pas juste les enseignants eux-mêmes, là, il en reste à l'extérieur. On reçoit quand même régulièrement des beaux commentaires des parents. Mais c'est quand même drôle que souvent le commentaire qu'on reçoit lorsqu'on dit qu'on est enseignant à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est « Ah ouais, tu sais... » je ferais jamais ça. Je sais pas comment tu fais, moi je serais pas capable. C'est le commentaire. Ouais. Moi, c'est soit celui-là. Ah, wow, t'es enseignant, moi je ferais jamais ça, franchement. Puis il commence à te raconter des anecdotes de ses années au secondaire qu'il a foutu le bordel. Soit ça où, hey, toi t'es bien. Ah ouais, t'as 2 mois de vacances l'été. T'as les 2 semaines à Noël, la semaine de l'âge, tout ça, t'es bien. Fait que, ok, d'accord. Les moments où j'ai reçu le plus de valorisation, étrangement, c'était des gens issus d'immigration qui, on se rencontre dans une soirée, papa, genre, je suis prof. Oh mon Dieu, wow, puis il serre quasiment la main, puis je suis vraiment impressionné. J'ai comme l'impression qu'au Québec, je sais pas où est-ce que ça s'est perdu, mais j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, les profs, c'est devenu des profiteurs, ou je sais pas à quel moment ça s'est fait, là. Peut-être qu'on n'a pas répondu à cette question-là, personne, d'où est-ce que ça s'est perdu, Peut-être c'est tout simplement, je sais pas, moi, il y a peut-être un lien avec la Révolution tranquille. On a comme, cette société-là qui a éclaté, mai 62 en France, là, tu sais, l'autorité qui était l'enseignant un peu, voilà. Mai 68, ouais, merci.
Donc, tu sais, la structure autoritaire de l'enseignant a comme... Pris le bord. A pris le bord, tout simplement. Et que là, le système de libération, si on peut dire, les jeunes, d'essayer que le jeune soit maître, si on peut dire, de son propre apprentissage et tout. Donc, peut-être que l'enseignant est plus perçu comme le maître, si on peut dire, vraiment du savoir qui enseigne, là. Fait que peut-être pour ça, bon. Fait que là, moi, je comprends la CAQ, parce que c'est pas juste la CAQ qui se pose cette question-là, peut-être que la profession n'est pas assez valorisée, il faudrait plus la valoriser. Là, après, c'est de dire, comment on la valorise, comment. Est-ce qu'on valorise en ayant un plus grand salaire? Ben, je pense pas que ça va valoriser la profession parce que personnellement, j'ai pas de problème au niveau salaire. Là. C'est pas ça qui va faire que je vais être un meilleur prof. Je pense pas que les médecins spécialistes en ce moment au Québec se sentent plus valorisés socialement avec leurs salaires qui ont été augmentés de façon incroyable. Non. C'est ça, ça passe par quoi la valorisation de la profession? Est-ce que il y a une proposition de resserrer les règles d'admission à l'université? Ça va créer encore plus de pénurie. Il va y avoir encore moins de profs. Mais j'ai lu que là, il allait resserrer la vis une fois que la pénurie serait réglée. Parce qu'en fait, la pénurie va être réglée par elle-même parce qu'ils vont rendre la profession pleine de valeur et attirante. Donc, les gens vont s'inscrire en masse dans les universités pour devenir enseignants. Et ceux qui avaient décroché de la profession enseignante vont redevenir enseignants. Ce qui parlait, entre autres, aussi, c'est de monter l'échelle salariale des nouveaux enseignants. Donc, jusqu'à l'échelon 7 en ce moment. Donc, les enseignants, disons, qui rentrent en septembre l'an prochain, que ce serait leur première année, eux autres commenceraient avec un salaire de 50 000 $. Actuellement, j'en suis à ma 5e année d'enseignement et je gagne plus ou moins ça, 50 000 $ par année. Est-ce que ça veut dire que moi, après 5 ans, je vais gagner autant qu'un prof qui commence là, parce qu'ils ne me montreront pas les autres échelons, là, des profs que ça fait un bout de temps qu'ils enseignent? Là. C'est la pensée que j'ai, parce qu'on est à peu près ça tous les deux à l'échelon 7. Donc, on se dit, si on élimine jusqu'à l'échelon 7, on va avoir le même salaire qu'un débutant. Mais j'ai vu un tableau dernièrement, parce que je trouvais ça vraiment ridicule. J'ai vu un tableau où il va quand même avoir une espèce de... Effet de levier. Effet de levier que, justement, il va avoir un échelon numéro 1, c'est juste qu'ils vont tout réaligner, donc de l'échelon 7 niveau à l'échelon 1 jusqu'à le dernier échelon, là, pour faire en sorte qu'on passe de 50 000 jusqu'à l'échelon à 80 000, c'est juste qu'il va y avoir moins d'échelons. Donc, nos salaires vont augmenter, c'est juste que, c'est ça, ils vont réduire des échelons. C'est juste que le salaire qui est le plus haut, lui, il n'augmente pas. À la base, c'est pas une mauvaise idée là, d'offrir un salaire plus concurrentiel aux nouveaux enseignants parce que je suis persuadé que c'est un frein à certains élèves étudiants du cégep là, de se dire est-ce que je m'en vais en enseignement? Puis là, ils regardent les chiffres puis ils se disent je peux faire un DEC de 3 ans puis je vais faire autant, sinon plus d'argent. Exactement. Puis le nombre de futurs enseignants est toujours à la baisse, ou en tout cas, il n'y a pas de recrudescence là, dans les facultés d'éducation des universités. Les inscriptions n'augmentent pas et la pénurie est loin d'être réglée. Donc, c'est une stratégie, mais ça ne doit pas être la seule. Il faut aussi cesser, mettre des conditions de travail qui vont faire en sorte que les élèves qui sortent des universités restent enseignants pendant toute leur carrière, parce qu'en ce moment, il y a un décrochage de 20 à 25 dans les 5 premières années. Là. Puis il y en a qui décrochent après ça aussi. Je lisais un article dernièrement d'une dame qui enseignait depuis plus de 15 ans, puis qui a décidé que c'en était assez. Donc, faut... Question de sécurité d'emploi aussi, là. Oui, tu sais, quand ça fait 20 ans que tu enseignes, tu es encore précaire à pas savoir qu'est-ce que tu vas enseigner. Ça devient désagréable. Et je vous invite à aller écouter le podcast sur la précarité aussi, où est-ce qu'on aborde cette question-là. Mais c'est vrai que la façon qu'on a de valoriser l'enseignement, puis la rétention de profs qu'on garde sur le marché du travail, c'est là le problème aussi. On manque de profs à tout plein niveau, puis même à l'université, le taux de décrochage en enseignement est immense. Là. Les chiffres sont ahurissants. J'y voyais l'autre fois, je me disais, ça n'a aucun sens. Là. Juste nous, Laurent et moi, dans notre cohorte, on est... Je sais pas, c'était combien tu avais calculé? De la première année, le jour 1 de quand on a commencé l'université en 2010, 4 ans plus tard, en 2014, il y en a seulement 50% qui graduaient.
C'est-à-dire que le 50 autres, il y en a qui ont décroché, il y en a qui ont reporté de plusieurs années leur cours, là, parce que, bon, ils n'ont pas reçu leur TECFI, ils ont coulé des cours, ils ont pris ça plus à temps partiel. Puis d'ailleurs, c'est une des choses, là, dans la valorisation. Ils vont dire, bon, on va valoriser en faisant en sorte que nos profs parlent bien le français et que l'examen de français, ça va être maximum 3 essais. Après 3 essais, t'es out. Il va falloir compléter ce test de français-là dans la première année. Donc, avant de rentrer au bac, ou pendant la première année. On pourrait se poser la question, mais ce fameux test de français-là, est-ce qu'il garantit vraiment que tu sais bien écrire français? Oui, puis est-ce que tu es un meilleur enseignant? Est-ce que tu es capable de faire une bonne gestion de classe? Est-ce que tu es capable d'enseigner ton cours comme il faut? Est-ce que tu es capable d'être intéressant? Est-ce que tu es pertinent dans ce que tu enseignes? Oui, OK, tu es super bon en français, mais tu es tellement poche en classe. Non, c'est ça. Je pense pas que ce soit ça qui soit la rétention, là. Ceci, je dirais, je vais citer un de nos profs qu'on a eu à l'université, M. Simard, qui nous avait déjà dit être prof, c'est l'art d'être inoubliable. Puis, tu sais, il faut que tu accroches ces jeunes-là, il faut que tu leur donnes une raison pour oublier la matière, puis pas t'oublier en même temps, parce que c'est ta face, ta joke, ce que tu as fait, peu importe, pour qu'ils le retiennent. Ben, c'est ça qui va faire que l'élève va retenir la matière au final. C'est ça, être inoubliable, finalement. Non, Puis, c'est pas une science exacte. c'est un art, carrément. Mais pour les enseignants qui nous écoutent, juste pour le fun, demandez dans vos classes, à main levée, qui aimerait être enseignant dans vos étudiants. Là. Peu importe le niveau, là, plus vous allez avancer dans le secondaire, j'ai l'impression qu'il y aura très, très peu de mains qui vont se lever. Là. Moi, je le fais à chaque année, puis... Quand je suis chanceux, j'ai une main qui se lève de « Ah, moi, j'aimerais ça. » Puis c'est tout. Ben, de tout ma cohorte du secondaire, là, on est 2 enseignants sur à peu près 200 finissants. Là. 2 enseignants sur 200. 1%. Voilà. Les autres, ils ont compris. Mais c'est ça, c'est peut-être pas ce qui est valorisé, c'est peut-être pas trendy en ce moment. T'sais, on dit, bon, c'est pas la chose la plus populaire. Moi, je constate qu'en ce moment, vous devez le constater parce que un paquet de programmes là-dessus, là, l'entrepreneuriat. Vous dites à quelqu'un que vous êtes un entrepreneur, ça c'est valorisé. Ben oui. Vous avez réussi par vous-même, vous travaillez des 80 heures par semaine, pas de vacances, ça c'est valorisé. Ben oui. Puis la valorisation de la fonction enseignante va passer par la valorisation de l'école puis de notre système d'éducation publique. Là. Un ne va pas sans l'autre. Les gens vont accorder plus de valeur à notre travail le jour que en tant que société, on va dire que l'éducation, c'est important. Parce que là, en ce moment, on a clairement un système à 3 vitesses. Là. Il y a le privé, il y a le public qui coûte quelque chose, puis il y a le reste. Fait que quand tu es malchanceux d'avoir des parents qui n'ont pas les moyens de t'envoyer au privé ou au public qui coûte quelque chose, mais tu te ramasses dans le reste. Je pense pas que ça non plus, ça aide à valoriser la profession, là, ni le système en général. Là. Et rapidement, qu'est-ce que la CAQ propose pour nous aider, là, mis à part le salaire? Il parlait de créer des postes particuliers de profs experts émérites. C'est quoi? C'est un super prof, comme les super infirmières. Que c'est ça? C'est un peu, je sais pas, être libéré de sa tâche, comme félicitations, tu es un leader enseignant, tu fais des bonnes planifications. Je pense que c'est un peu comme être à mi-chemin entre le conseil pédagogique puis l'enseignant. Finalement, c'est de pouvoir mentorer des jeunes enseignants, créer du matériel pédagogique qui est utile. T'sais, on dirait que c'est quasiment comme à l'université. Là, il va y avoir un enseignant émérite du secondaire à 80 ans qui va être encore là. Puis, Maître Yoda. Avec ses padawans enseignants. Mais aussi, je pense qu'il suggérait qu'il y ait plus de développement professionnel, plus de formation continue, ces choses-là. Mais c'est sûr que, je pense que la CAQ va revenir avec le fameux sujet de l'ordre professionnel en enseignement. Cette chose qu'on parle depuis. L'ordre professionnel. La panacée. Oui, ça va régler tous les problèmes, c'est bien connu. C'est en 5 minutes, est-ce qu'on est capable de résumer c'est quoi l'ordre professionnel? Qu'est-ce que ça implique? L'ordre professionnel, moi, je peux t'en parler un peu. J'ai eu des longues discussions avec des gens à ce propos. La base d'un ordre professionnel, c'est de protéger le public contre les dérives des gens de cette profession-là. Donc, faire qu'il soit protégé contre un mauvais prof qui donne pas des bonnes notes ou qui est pas gentil ou quoi que ce soit. Là. Donc, protéger le public contre les problèmes qui peuvent emmener
de ceux qui pratiquent cette profession-là. Ça emmène aussi une formation continue obligatoire qui, je crois, existe déjà. Est-ce qu'il y en a qui n'en profitent pas? Fort possiblement qu'il y a des enseignants qui s'assoient sur leurs tâches et ne s'améliorent pas. D'ailleurs, ça serait le sujet d'un prochain podcast très bientôt, justement, la formation continue. Là. Très beau sujet. On peut en parler longtemps. Très beau sujet. Fait que, à la base, est-ce que l'ordre professionnel va améliorer la perception du public par rapport à l'enseignement? Je ne crois pas. C'est pas l'objectif à la base. Non, c'est ça. C'est pas l'objectif. C'est protéger le public contre les dérives des enseignants. Là. Mais je pense que cet outil-là existe déjà. Il existe déjà un protecteur de l'élève dans les commissions scolaires. Il y a des règlements dans la loi sur l'instruction publique qui font en sorte qu'on peut porter plainte contre un enseignant. Et de toute façon, pour toute dérive qui est criminelle, ben justement, il y a un code criminel. C'est ça. Est-ce que l'ordre professionnel... Parce qu'on parle les enseignants qui violent leurs élèves, mais justement, c'est criminel. Tu n'as plus besoin d'un ordre pour régler ces problèmes-là. Et que souvent, des ordres professionnels qui ont existé dans d'autres provinces n'ont pas tant réglé le fameux problème des enseignants cancres, là, parce qu'ils n'ont pas réussi à identifier vraiment c'est quoi un enseignant cancre. Fait que c'est sûr, bon, vous l'envoyez pour faire plus de formation, mais encore là. Puis ça donne aucune plus-value à notre autonomie professionnelle, le fait de payer des cotisations à un ordre professionnel ou qu'on instaure un système de ce genre-là pour un peu surveiller notre profession. De toute façon, est-ce qu'on a à se plaindre sur notre autonomie professionnelle? Justement, la CAQ propose que les enseignants soient plus autonomes. Comme ça, les élèves vont être encore mieux, vont mieux réussir. Mais moi, je ne me plains pas du tout de mon autonomie. Au contraire, ce que je veux, c'est plus de soutien. Oui, c'est ça. Pour les élèves qui ont des problèmes. Je suis autonome, je suis tout seul. T'es bon, t'es capable, vas-y. C'est ça, let's go. Hey, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un podcast très pertinent aujourd'hui, qu'on va pouvoir peut-être écouter dans une couple d'années en se disant que c'était de bon temps, ou ça a bien changé, on verra bien. Je pense qu'on va réinviter Hubert. Oh, Hubert, le pertinent, on va l'appeler de même. Laurent le ténébreux, Hubert le pertinent. Hey, Jean-Benoît Farrand, merci beaucoup. Merci, Marc-André. Hubert Bélanger, merci. Merci. Et Laurent, merci beaucoup. Merci à toi. Passez une excellente semaine. Si vous voulez toujours suivre les profs podcasts, on se retrouve sur Facebook, YouTube, iTunes et prochainement, je vais regarder pour mettre ça sur Spotify pour les gens qui ont des Android parce que ça a l'air que c'est pas tout le monde qui a Apple, un téléphone iPhone, peu importe. C'est malade. Comment, pardon? C'est pas Google Play, Google Music. Oui, Google aussi. On va regarder pour mettre ça là-dessus. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, laissez-nous vos commentaires, vos questions sur la page Facebook ou encore YouTube. Nous sommes les profs podcasts. On vous souhaite une excellente semaine. Salut!